Rania, tu peux cligner des yeux quelquefois Voilà, donc les défections qu'on aperçoit ici sur l'écran correspondent à l'activité électrique des muscles des yeux qui dominent le signal. Si tu serres les mâchoires, alors là, on voit aussi un signal caractéristique. C'est pour ça que le sujet doit être le plus détendu possible pendant les acquisitions, sinon ce genre d'artefact va corrompre les mesures. Notre cerveau fonctionne grâce à des flux électriques. La technique de mesure de cette activité électrique est appelée l'électroencéphalographie. Donc ce bonnet comporte 64 électrodes qui sont reliés à travers ce câble à un ampli 64 voix, donc, qui va pouvoir nous permettre d'acquérir des signaux digitalisés. Grâce à des électrodes placées sur le cuir chevelu, on obtient un tracé, l'électroencéphalogramme, qui renseigne sur l'activité neurophysiologique du cerveau. Mais comment savoir, à partir de ces mesures, où se trouvent les sources électriques dans les replis de la matière grise? Dans quel ordre apparaissent-elles selon la fonction traitée? Quel chemin, quels faisceaux suivent ces décharges électriques? Quelles sont leurs fréquences, leurs intensités? Voilà les questions que se posent des chercheurs du projet Odyssée. À partir d'électroencéphalogrammes, les travaux de recherche permettent de visualiser en 3D, au niveau des capteurs, les variations du champ électromagnétique dues à l'activité cérébrale. Et donc ça, c'est ce qu'on observe sur un espèce de casque artificiel, parce que les positions d'électrodes sont quand même assez standards sur un casque. Nous visualisons ici une simulation de l'activité électrique au niveau du cuir chevelu. Voici une autre simulation beaucoup plus précise et localisée, montrant cette même activité électrique en dessous du crâne. Tout le problème pour les chercheurs consiste donc à essayer de retrouver cette activité réelle à l'intérieur du cortex à partir des informations perçues par l'électroencéphalogramme au niveau du cuir chevelu. En général, le modèle le plus courant, c'est on prend le contour de la tête et on modélise un premier tissu qui se situe entre l'extérieur de la peau et l'extérieur du crâne. Après ça, on modélise le crâne lui-même, là entre la surface jaune et la surface verte. Ça, c'est un tissu qui laisse beaucoup moins passer le courant. Il faut vraiment le modéliser parce qu'il a une forte influence sur comment le champ électrique se propage. Après ça, à l'intérieur du crâne, il y a un liquide qui sépare le crâne du cerveau, qui s'appelle le liquide céphalorachidien, qui conduit beaucoup le courant. Et après, enfin, intervient le cerveau. Donc ça, c'est ce qu'on a mesuré. Et donc, le résultat qu'on obtient, c'est une espèce de carte de couleurs, avec en bleu les sources qui correspondent le moins au capteur, et en rouge, les sources qui correspondent le plus. Il y a une tache rouge ici. Ça veut dire que les sources qui sont dans cette tache rouge sont capables de reproduire très bien ce qu'on a mesuré sur les capteurs. Aujourd'hui, pour localiser précisément l'activité cérébrale, il faut implanter les électrodes sous le crâne, directement au niveau du cortex. Opération très invasive pour un patient. Les chercheurs ne peuvent donc pas se permettre de la pratiquer dans le seul but de valider leur simulation. Un dispositif plus récent que l'électroencéphalographie et utilisant un outil de mesure non invasif pour les patients devrait permettre une localisation plus aisée et moins diffuse de l'activité corticale. Ce dispositif s'appelle la MEG, pour magnétoencéphalographie. Ce système de mesure est aujourd'hui installé à l'hôpital de la Timone à Marseille, avec lequel l'équipe Odyssée travaille en partenariat. Dans le cas de la MEG, on a des courants électriques, donc on a des champs magnétiques qui sont associés, en particulier des courants électriques qu'on n'est pas capable de mesurer avec l'EEG, à savoir des courants électriques intracellulaires qui sont d'une densité beaucoup plus importante. Et ces courants-là vont générer des champs magnétiques qui, eux, ne vont pas être du tout distordus par les différents milieux rencontrés. Ce qui donne des propriétés à la magnétoencéphalographie particulières de localisation et aussi de discrimination des différentes activités. La magnétoencéphalographie devrait non seulement permettre de valider les simulations de sources électriques obtenues à partir des électroencéphalogrammes, mais aussi d'aller plus loin dans les travaux de recherche. Conforté par cette validation, on pourra aller chercher de l'activité dans des zones où la réponse est moins connue et où les méthodes non invasives vont vraiment
permettent de comprendre des choses sur l'activité du cerveau qu'on aurait du mal sans faire appel à de la chirurgie ou à des techniques plus invasives comme l'implantation d'électrodes. Cette reconstruction de source a été faite à partir d'enregistrements en magnétoencéphalographie sur un protocole visuel, c'est-à-dire que le sujet regarde une étoile qui clignote sur la ligne horizontale côté droit. D'accord. Et comme c'est du côté droit que c'est affiché sur l'image, ça arrive dans son cerveau, dans le cortex visuel primaire, du côté gauche. Tous ces travaux sur l'imagerie fonctionnelle du cerveau sont un des axes de recherche de l'équipe. D'autres chercheurs s'intéressent à l'imagerie anatomique et à la modélisation dynamique de l'activité corticale. Toutes ces composantes de recherche s'enrichissent mutuellement.